Bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% consacrée au semis de printemps. C'est le 15 février et tout s'accélère par chez moi. On va aller planter sous la serre, on va mettre des petites laitues, on va aussi mettre des graines, on va se mettre des radis, des épinards. On ira aussi dehors, on ira planter les premiers petits pois, pleine terre. On ira faire des semis à l'intérieur. Même si j'ai déjà commencé, je vous montrerai que j'ai commencé mes poivrons, mes aubergines il y a 3 semaines maintenant. On y va? C'est parti. Ok, on va commencer par la serre. Pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo où je préparais la serre et je mettais du compost, on remarquerait qu'il y a une différence de texture par rapport à la dernière fois. Vous vous demandez peut-être ce que c'est ce sable à la surface de mon compost. Alors je vous explique, en fait, ce matin, j'ai mis un arbre fruitier, un nouvel arbre dans mon jardin. Quand je creuse un trou sur mon terrain, j'en profite parce que dès que j'atteins 60-70 cm, je tombe sur un lit de limon argileux. Alors j'en récupère toujours un petit peu que je tamise. C'est vraiment très intéressant. Alors n'en mettez pas forcément dans votre jardin, hein, c'est très contextuel. Moi ici, mon sol est très jeune et après une rapide analyse, j'ai jugé qu'il manquait certains minéraux qu'il allait être compliqué d'obtenir sur un sol tel que le mien. Je vais en répartir uniformément à peu près 500 grammes, je pense, par mètre carré. Alors l'argile, ça a une autre propriété excellente aussi, c'est que ça retient à peu près 20 fois, 25, 30 fois, suivant le type d'argile, son poids en eau. Alors vous imaginez que si vous mettez 500 grammes par mètre carré, ben, potentiellement ce mètre carré peut retenir 10 litres d'eau en plus, voire même davantage. Bon voilà, maintenant vous savez pourquoi l'aspect de mon sol a changé depuis la semaine dernière. Alors on va commencer par les laitues. Je vais les mettre au fond de la serre à droite, dans ce petit carré devant moi. Alors j'aime bien me servir d'un fer à béton, c'est tout simple, mais je l'utilise en permanence au jardin. Ça me permet de bien tracer mes lignes pour les graines. Bon là en l'occurrence pour les salades, c'est plus histoire de faire une grille en fait, pour bien laisser à chaque salade la place de se développer autour d'elle. Je trouve ça assez pratique. Je vais laisser un peu plus de 20 cm entre chaque laitue. Alors si vous voulez des très grosses laitues, je vous conseille de le laisser vraiment plus, hein. Nous on aime bien consommer les feuilles fraîches, les jeunes feuilles de laitue. On consomme juste le cœur à la fin, hein, avant de passer à une autre culture. Donc la place me suffit, 20 cm, 22 cm à peu près. Alors pour les laitues, début de saison, je vais faire 2 races toutes simples, hein, que tout le monde connaît. C'est de la dorée de printemps et de la merveille des 4 saisons. Des laitues qui grandissent vite, bien, qui mettent un petit peu de temps à monter en graines, donc sous la serre c'est bien parce que même en début de saison il peut faire un petit peu chaud. Et je vais les replanter au croisement de chaque petite ligne, du coup elles seront bien séparées, de la même distance. Alors repiquer les laitues comme je fais là, c'est bien, mais faut avoir le temps, hein. Faites pas ça quand vous êtes pressé, faites ça quand vous avez envie, quand vous êtes posé dans votre jardin, vous appréciez le moment. Si vous avez 5-10 minutes, ça a quand même des racines assez fragiles, hein, quand elles sont 2 semaines comme ça. Et je vais panacher un petit peu ces 2 races de laitue sur toute la surface. Du coup ça me fera 3 lignes de cette laitue, ça me fera 21, ça nous suffit largement, vu la façon dont on les consomme, vu qu'on les coupe pas à chaque fois qu'on veut consommer une laitue, mais qu'on consomme d'abord les feuilles. On étale cette consommation, vous verrez, ça me dure 1 mois et demi, 2 mois, ça va être cool, je vous montrerai l'évolution. Ok, on va changer de côté, juste sur le même côté de la serre, mais à l'entrée, près de la porte, on va se mettre des radis. On va se mettre 2 sortes de radis ici. Alors là, les lignes, j'ai fait un peu plus serrées, hein, vous avez vu. C'est des radis tout simples, hein, des radis nationaux, des radis à bout blanc, des races très connues, hein. Et on va les planter. Alors les radis c'est bien, c'est des graines assez grosses, on arrive bien à les séparer, ça évite de devoir ensuite les éclaircir, hein, comme les carottes ou des graines encore plus petites. Ça, c'est des radis boules, donc ils vont faire 3-4 cm, donc c'est bien de les séparer
allez, 2 cm et demi, 3 cm. S'ils se touchent en fin de croissance, c'est pas grave, mais faut pas qu'ils soient gênés pendant qu'ils grossissent. Moi, je vous avoue que des fois, j'en mets un peu plus qu'il faudrait, des fois un petit peu la main lourde encore. Mais avec les années, je m'améliore. Au début, je les collais, les radis, et c'était vraiment une catastrophe. Le jardin, c'est bien, on apprend tout le temps. Ah, on a de la visite. Je vous présente ma plus petite poulette. Une sabrite. Très sociable d'ailleurs. Mais je la soupçonne de vouloir piquer mes graines. Alors je vais la remettre dehors de la serre, histoire que j'ai pas fait tout ça pour rien. Ok, sur le deuxième moitié du carré, on va se mettre des radis nationaux. C'est à peu près pareil, hein. C'est le même diamètre. On verra, je me souviens plus maintenant par rapport à l'année dernière, lesquels poussaient le plus vite. Je sais qu'il y avait une différence, mais je me souviens plus. On verra ça ensemble sur les autres vidéos. Pareil, hein, 2 cm et demi, 3 cm. Voilà, vous voyez que j'ai un petit peu la main lourde nouveau. J'éclaircirai par la suite si vraiment c'est nécessaire. Et on va reboucher. Alors pour les radis, faut pas avoir peur, on peut leur mettre, surtout là c'est du terreau, c'est du compost, donc c'est de la terre relativement légère. Mettez-leur un bon centimètre dessus, hein. Pas plus non plus, mais ils vont pas avoir de mal à lever. Et ça évitera qu'ils se déplacent si vous faites un arrosage un petit peu trop fort, suivant votre façon d'arroser. Voilà, on va bien reboucher tout ça. Et si tout se passe bien, on récoltera les premiers radis d'ici 3 semaines, 1 mois. Vous verrez que les radis ça va très vite, surtout dans une terre comme ça, sous serre en plus, avec la bonne humidité, la bonne température en début de saison. J'ai des fois été vraiment surpris par la croissance des radis. Ok, et bien tout ce côté-là de la serre c'est fait. On a fait un carré de radis, un carré de laitue. On va s'occuper de ce côté maintenant, ce carré-ci, on va faire de l'épinard. Alors pareil, j'utilise mon petit fer à béton. L'épinard, on va lui laisser un peu plus de place que pour le radis. On va lui laisser un petit 15, un peu plus de 15 cm entre chaque rangée. Alors si vous voulez faire de l'épinard pour cuisiner, vous voulez vraiment des grandes feuilles, je vous invite vraiment à laisser encore plus de place, hein. Pareil pour les graines, vous verrez, je laisse 10-12 cm entre chaque graine. Si vous voulez faire vraiment des gros épinards pour cuire, laissez 15-20 cm pour avoir vraiment des grandes plantes. Nous l'épinard ici, on va le consommer essentiellement de nouveau en jeunes feuilles, dans des salades en fait. Donc voilà, on colle un peu plus les plantes pour avoir des récoltes plus fréquentes et des petites feuilles. Ouais, et là encore j'ai un petit peu la main lourde, hein. Mais encore une fois, pour les consommer en jeunes pousses, ça va pas être catastrophique, hein. Alors là, c'est de l'épinard Matador que je fais en début de saison. Pareil, hein, c'est un épinard peut-être le plus connu. C'est un épinard qui a une croissance très vigoureuse. Par la suite, à l'extérieur, je ferai d'autres épinards un peu plus rustiques, si on peut dire. En tout cas, qui ont plus de goût à mon sens. Surtout quand on va les manger cuits. Je trouve que le Matador, il perd de son goût à la cuisson. C'est un bon épinard à manger cru. Voilà, on va tout reboucher aussi bien comme il faut. Et du coup, il ne nous reste plus que le premier carré à gauche, près de la porte. Celui-ci, je vais faire un petit mélange. Je vais mettre plusieurs sortes de radis et je vais aussi faire juste une ligne de betterave. La betterave, ça prend du temps, alors j'en fais plus trop en début de saison sous la serre. Pareil, la carotte, c'est encore pire. Ça marche vraiment très très bien chez moi, mais j'en fais plus sous la serre parce que ça empiète sur mes cultures d'été et du coup, ça dérange tout mon planning. Alors, je les ferai un peu plus tard dehors, les carottes. Alors voilà, je viens de planter ma ligne de betterave. Je vais aussi faire 2 lignes de radis glaçons. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez génial comme radis. Ça fait des gros radis blancs qu'on râpe pour faire des salades. Très très bon avec la vinaigrette qui va avec, c'est génial. Je vais faire des radis rosa aussi pour ceux qui connaissent. Vraiment délicieux aussi comme radis. Il met un peu plus de temps que certains autres radis modernes, ou je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, des radis de grande consommation. Mais on en fait chaque année, on les adore. Et du radis Saxa aussi, je sais pas si vous connaissez,
Je sais pas si c'est connu le sac ça, mais pareil, ça fait 2-3 ans qu'on le fait. On l'aime bien aussi. Un de nos classiques du printemps, on va dire. Voilà, un petit carré de mélange aussi. Ça fera un petit peu de diversité, ça fera un petit peu de couleur dans nos salades de printemps. On va tout reboucher comme il faut, pouvoir bien arroser sans déranger les graines. Et on va mettre 3 bons arrosoirs bien répartis partout, bien humidifier tout ça, qu'elles puissent bien germer les graines. Et après ça, on va fermer la serre et laisser tout ça tranquille une bonne semaine. Je vous montrerai l'évolution dans les prochaines vidéos. Mais en général, à cette saison, ça marche plutôt bien ces cultures-là. Et on va passer à l'extérieur, sur cette parcelle-ci. Alors, c'est une parcelle que j'ai fait à la base en culture de lasagne. Pour ceux qui connaissent, c'est des couches de compost, de feuilles mortes, de tonte de gazon. Elle s'est entièrement décomposée et aujourd'hui, la terre qu'elle contient, c'est un équivalent entre le terreau et le compost. Elle a très bien marché pendant 4-5 ans pour les légumes très gourmands comme les courgettes. Et là, elle commence un petit peu à... On va pas dire qu'elle est pas productive, hein, mais je sens qu'elle marche plus aussi bien qu'avant. Alors j'ai décidé ce printemps en fait de le remplir de petits pois et de pois gourmands. Parce que c'est des cultures qui vont fixer l'azote dans la terre. Et du coup, je pense que ça va redonner un petit coup de boost à cette parcelle. Je vais observer l'effet que ça aura cette année sur mes légumes d'été gourmands. Peut-être que je reviendrai un petit peu en détail sur ce principe de planter certains légumineux pour enrichir son sol en azote. C'est quelque chose de connu, mais qui mérite de l'être encore plus, je crois. Voilà, j'ai tout préparé avec mon fer à béton. Je fais des petites lignes bien séparées et on va se mettre des petits pois. Alors petite astuce, moi je fais je vais lancer des petits pois à peu près tous les 10 jours maintenant à partir d'aujourd'hui. Et les premiers jets que je fais, je choisis toujours des pois ronds ou des pois lisses. C'est des petits pois qui ont mieux marché en début de saison, tout simplement parce qu'ils sont plus adaptés à ce moment de l'année. Ils vont mieux résister au froid, mais ils vont aussi mieux résister aux excès d'humidité. Ils vont même mieux résister aux prédateurs, c'est-à-dire aux limaces et aux escargots, vu qu'ils sont un petit peu moins sucrés, ils vont un petit peu moins les attirer aussi. Depuis que j'ai compris ça, ma saison de petits pois a un petit peu changé, je vous l'avoue. Alors là, c'est des races naines, et moi j'aime bien planter un pois tous les 7-8 cm à peu près. Ça fait plusieurs années que j'observe et que je fais mes tests, et c'est comme ça que j'ai les meilleurs résultats. Je vais aussi planter du pois gourmand. Alors, je vous avoue que c'est une première. Normalement, j'en fais toujours des verts, et là j'ai remarqué que les grains étaient rouges. C'est une nouvelle variété qui s'appelle Caroubide Mossane. On va découvrir ça ensemble cette année. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, je vais en mettre tout le long de cette tour de grillage parce que cette fois-ci, ce sont des variétés. C'est une variété grimpante. Alors, elle n'est pas énorme celle-là, c'est une demi-grimpante. Elle devrait faire à peu près 1 mètre. Ça va changer des autres que j'avais l'année dernière qui faisaient plus de 2,50 m. Je vais en mettre aussi au pied de cette petite structure là que j'ai en grillage. Je pense que ça va bien envahir tout. Voilà, ceux-là je les mets un peu plus serrés. Si c'est comme ceux que j'avais l'année dernière, j'ai remarqué que j'avais des bons résultats même quand ils étaient serrés. Vu que c'est des grimpants, ils arrivent à bien se répartir à la lumière après sur la structure. Et je vais tout reboucher, toujours pareil. Pas que les graines s'évadent pendant l'arrosage et pour pas aussi qu'une poule qui serait évadée du poulailler vienne faire son festin. Je vais mettre 3-4 arrosoirs, comme ça on va pouvoir oublier un petit peu cette parcelle le début de semaine là, sans se préoccuper. Les graines vont pouvoir bien gonfler. Et je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Et maintenant on va passer à l'intérieur. Faire les tomates comme je vois sur les réseaux. Tout le monde a commencé ses tomates depuis janvier. Nous on va les ranger dans la boîte les tomates et on va les laisser bien au chaud dans leur tiroir encore quelques semaines. C'est pas du tout la saison de la tomate encore.
à part si vous avez une serre chauffée. Mais sinon, dans le Grand Est, on va encore attendre au moins jusqu'à mi-mars avant de lancer les premières tomates. Je peux vous en parler car c'est une erreur que j'ai régulièrement faite au début. Je lançais mes tomates et mes autres plants d'été trop tôt et je me retrouvais complètement envahi dans mon salon, dans ma cuisine, par des plants qui finalement perdaient en vitalité car ils restaient trop longtemps dans leur pot et ils avaient du mal à repartir une fois placés en pleine terre. Timing, c'est important. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite sélection de graines. Je vais vous montrer un petit peu les variétés que je vais faire cette début de saison. Je vais planter tout simplement dans des coupelles en plastique. C'est des coupelles qu'on met généralement sous les pots de fleurs. Alors vous vous dites, oh, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas fait de trou dans ses barquettes, tout va moisir. Alors vous inquiétez pas, je fais ça chaque année maintenant, depuis quelques temps. Le terreau que j'utilise est particulièrement drainant. J'ajoute de la perlite encore. Et donc il n'y a absolument aucun risque, si j'arrose correctement, de voir mes graines moisir ou stagner dans l'eau. Je vais commencer par de la betterave plate d'Égypte. C'est une betterave plate comme son nom l'indique, mais qui est très foncée, quasiment noire, très sucrée aussi. C'est pas la plus productive des betteraves, mais elle est très originale, on l'aime beaucoup. La betterave de Détroit, tout le monde doit connaître. C'est une très grosse betterave, croissance rapide. Là aussi très sucrée, un rouge intense. Très bonne betterave classique. Et la betterave Shoga, je sais pas si vous connaissez, ça c'est vraiment magnifique. C'est une betterave qui est entièrement rayée de rouge et de blanc à l'intérieur. C'est vraiment une œuvre d'art pour décorer les salades. Et vos autres assiettes de printemps, c'est vraiment un joli légume. Voilà, je vais bien recouvrir toutes ces graines de betterave, qui sont en fait des glomérules pour la betterave, puisque chaque glomérule va donner plusieurs plants qu'on pourra après séparer pour obtenir vraiment des grosses betteraves, ou laisser coller pour obtenir des grappes de plus petites betteraves. Il est également temps de planter le persil maintenant. C'est une plante aromatique qui met pas mal de temps à germer. Alors on va s'en occuper aujourd'hui. Je vais faire 4 sortes différentes de persil dans le jardin. Du persil plat, on en fait chaque année. On en utilise beaucoup en cuisson pour assaisonner nos plats. C'est un persil qui tient très bien la cuisson. Également du persil nain frisé. C'est un persil qu'on utilise beaucoup dans nos salades ou avec les crudités pour faire nos vinaigrettes. Il est très aromatique. On va mettre à germer également du persil Einfachschnitt. C'est un persil qu'on aime bien. Il est un petit peu entre le nain frisé et entre le persil plat. C'est-à-dire c'est un persil plat qui est un peu plus aromatique, qui va moins tenir la cuisson. Et enfin du persil géant d'Italie. Vous le connaissez sans doute, c'est un persil qui fait des très grandes feuilles. Nous, on va le mettre dans notre jardin, surtout parce qu'il va prendre le relais pendant les périodes de forte température, de forte chaleur. C'est un persil qui va tirer un peu son épingle du jeu par rapport à nos variétés du nord, on va dire. Et voilà, on a nos 4 variétés de persil pour cette saison. Alors, le persil, pour ceux qui n'en ont jamais semé, je vous déconseille fortement de le recouvrir avec de la terre. Ça fait partie de ces aromatiques qui aiment germer à l'air libre, avec la lumière. Moi j'appuie juste légèrement sur les graines avec le doigt pour qu'elles soient bien en contact avec le terreau. Et on va également se faire plusieurs variétés de basilic. Il est temps de commencer cette aromatique, elle met aussi pas mal de temps à se développer. Et chez nous c'est vraiment une star au potager, on en mange tout l'été sous toutes ses formes. Rien qu'en pesto, on se fait 2-3 pestos par semaine. Je vous donnerai quelques recettes. On va commencer avec le basilic marseillais. C'est une variété qui a un parfum intense, des grandes feuilles et une petite saveur sucrée. Ensuite, le basilic nain. C'est une petite variété compacte qui fait des toutes petites feuilles et qui est très parfumée. Le basilic grand vert, une autre variété à grandes feuilles et au parfum intense. Et cette fois-ci, avec une petite saveur fraîche, une petite note de chlorophylle. Je vais faire aussi une ligne de mélange. C'est un assortiment d'une quinzaine de variétés de basilic différentes. Je les connais pas toutes, ça fera un petit peu de fun au potager, c'est toujours chouette.
Et on va se refaire une petite barquette cette fois-ci, encore de basilic. Je vous ai dit que c'était vraiment une star dans notre potager. Il manque 2 variétés vraiment essentielles. Le basilic cannelle est une variété au feuillage foncé, aux feuilles pointues, et un parfum très épicé. Nous on l'utilise uniquement pour les plats exotiques, surtout quand on cuisine asiatique. Et le basilic citron, un grand classique. C'est une variété qui a un feuillage très clair pour un basilic, son parfum frais et citronné. Nous on l'utilise énormément en marinade, sur des poissons, dans les salades. Et voilà, on a nos basilics pour la saison. Alors je vais aussi lancer une petite barquette d'oignons jaunes. Alors vous me verrez pas souvent planter des oignons comme ça en graines, parce que j'ai une petite technique particulière que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et une fois que mes oignons sont implantés au jardin, ils se reproduisent quasiment tout seuls en fait. Mais là je voulais implanter une nouvelle variété. D'ailleurs c'est de l'oignon Rinch Burger. Alors si quelqu'un connaît, pourra peut-être me dire comment ça se prononce. C'est un oignon jaune qui devrait mieux tolérer un sol humifère comme le mien. Les oignons jaunes préfèrent en général un sol plutôt minéral. Et je vais commencer les choux-fleurs. Alors je vous avoue, c'est un petit plaisir perso ça, parce que je suis le seul à en manger à la maison. Je vais faire une petite barquette, ça me suffira largement. Du chou-fleur merveille, une variété rustique qui produit des belles têtes blanches bien compactes, des fois un petit capricieux on va dire, suivant les années. Bon, c'est peut-être aussi mon sol. Et le chou-fleur Goodman, une variété précoce qui est très fiable. Il produit des têtes de moyenne taille, mais vraiment délicieuses. Voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Dans mon contexte géographique, dans mon objectif d'autonomie alimentaire, c'est tout ce que j'ai besoin de lancer à mi-février. Je referai un petit jet de semis d'ici 10-15 jours, mais toujours sur des légumes de printemps. Il n'y aura pas de tomates, courgettes, pas de melon. Voilà. Je vais arroser un petit peu toutes ces graines. Et puis elles vont rejoindre les aubergines et les poivrons que j'ai lancés déjà 3 semaines. Parce que c'est vrai que ça c'est des cultures assez longues. Ça va, elles commencent à bien se développer. Je vous montre ça. Et voici les premiers poivrons et les aubergines que j'ai lancés il y a 3 semaines maintenant. Ils commencent à bien se développer, ils font leurs premières feuilles. Je vous montrerai ça. Dans la prochaine vidéo, on partira en forêt. Il est grand temps d'aller récolter un petit peu d'eau de boulot. Je vous montrerai ma petite technique à moi, toute simple, et on en profitera pour traquer les premières morilles. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas, surtout si vous avez des commentaires ou des suggestions, je suis preneur de tout bon conseil. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de tout ce qui se passe dans la forêt et au potager. À bientôt!